Merci de nous retrouver sur Gangan TV et dans cet autre numéro de Café Débat. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous parlons une fois encore politique, évidemment les sujets qui font la une des débats, des causeries de salon, évidemment, notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre, le départ du gouvernement Mamadi Youla, mais également le regard du parti UFR sur l'ensemble de tous ces sujets d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous recevons comme invité du jour M. Ahmed Tidiane Sylla. Il est le responsable communication de l'Union des forces républicaines UFR, un habitué de cette émission évidemment. M. Sylla, bienvenue dans Café Débat. Merci Ori, merci, bonjour et à tous les travailleurs de Gangan TV et à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci surtout de la disponibilité. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est d'abord la démarche de la communauté internationale qui essaie de rapprocher les positions. Vous savez qu'il y a un blocus en ce moment au sein du cadre de dialogue. L'opposition qui a boycotté tout simplement ce comité de suivi. Alors la communauté internationale qui veut rapprocher les positions au fin de retour des uns et des autres autour de la table a rencontré donc le président de l'UFR, M. Sidya Touré. Quels ont été les sujets débattus? Nous en parlons à l'instant tout à l'heure avec Tidiane. Mais bien entendu, je l'évoquais en début de l'émission, le gouvernement Youla qui s'en va, quel bilan on en fait au sein de l'UFR? Et bien entendu, on aura le regard de Tidiane là-dessus. La stratégie de fusion du RPG Arc-en-Ciel qui veut tout ravaler sur son chemin, évidemment en termes de partis adverses. Est-ce que l'UFR a été rapproché aux fins de fusion ou de fonte? On en parle aussi sur ce plateau et bien d'autres sujets. Pour commencer, votre champion, Sidya Touré, donc, a reçu la communauté internationale. Bien sûr. Chez vous. C'était hier, si on ne se trompe là-dessus. Quels étaient les sujets débattus? Ben, vous savez, hein, comme vous l'avez dit tantôt, vous savez, les positions sont crispées actuellement. Hein. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, au sein du cadre du dialogue, du comité de suivi. Et aujourd'hui, la volonté est qu'on aille vite à l'élection des exécutifs communaux, à leur installation. Aujourd'hui, nous avons terminé les élections locales il y a de cela 3 à 4 mois de cela, mais jusqu'à présent, les positions sont crispées. Donc, nous étions autour du comité de suivi. Il y avait la communauté internationale qui était là en tant qu'observatrice, voilà, et de facilitateur. Donc, ce qui fait que les discussions évoluent jusqu'à un certain niveau. Surtout, il y avait sur les 4 points qui ont été évoqués, je rappelle notamment le contentieux électoral, le problème du code électoral, la loi sur la CENI, la loi sur la charte des partis politiques. Il n'y a qu'un seul point qui a été évolué. Jusqu'à présent, ce seul point-là n'a pas été évacué d'abord. C'est le problème des résultats, le contentieux. Du contentieux. Et aujourd'hui, comme vous le savez, à un moment donné, l'opposition républicaine a quitté la table du dialogue. Voilà, parce que les positions qui étaient là, c'était des positions tranchées. Et je rappelle que nous, l'UFR, nous avons à un moment donné demandé à ce que le statu quo soit maintenu, parce que le statu quo, on estimait que les positions qui venaient de gauche à droite amenaient à la violation de la loi. Voilà, et ce qui résulte un peu de la faiblesse du code électoral que nous avons, que la classe politique même a eu à voter, un code électoral auquel on s'était opposé bien avant. Donc, ils étaient venus rencontrer le président Sidya dans ce cadre-là, prendre des conseils, voir sa vision et demander des propositions afin que les positions se rapprochent pour qu'on aille le plus vite que possible à l'installation de ces exécutifs communaux-là. Je crois que le président Sidya, il a eu à donner des conseils. Il a d'abord déploré le fait que cela a traîné jusque maintenant, parce que à 4 mois après les élections, on devait passer à autre chose. Quand on sait bien même qu'il y a les élections législatives qui se pointent à l'horizon. Donc je crois qu'il a donné sa position, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des propositions comme quoi il fallait reprendre des élections partielles. Hein, au niveau venant par exemple du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, du RPG et même du RPG, il y a eu des positions là, voilà, surtout au niveau des 12 points, des 12 communes où il y avait les litiges. Voilà, nous avons estimé que aller demander la reprise des élections à cet endroit, il ne faut pas oublier que les 12 circonscriptions là représentent presque 20% de l'électorat en Guinée, parce que quand vous prenez les 5 communes de Conakry, plus Kindia, Bokeh, Bofa, qui sont quand même des circonscriptions, il y a assez d'électeurs, à même reprendre les élections, ça fait 25% presque de l'électorat du pays. Nous avons estimé que c'est question qu'il fallait revoir cela. Et quand vous tenez aussi, et quand vous prenez un peu aussi le code électoral est un peu mis sur ses parce que
nulle part dans le code électoral il est prévu. Ce genre de schéma la reprise d'une élection partielle n'est prévu. Voilà, n'est prévu. Et dans la mesure, au moment que déjà les tribunaux de première instance se sont déjà prononcés sur les résultats, donc il fallait, s'il faut reprendre les élections, il faut que ces mêmes tribunaux annulent les élections qui sont déjà validées, mais est-ce que ça c'est prévu dans le code électoral? Donc il y a des problèmes juridiques quand même qui sont... Nous on a estimé qu'il fallait aller vers la solution négociée, que les partis se retrouvent au niveau de ces 12 circonscriptions en litige là, qu'on essaie de voir qui peut céder à quoi et quoi. On sait quand même un arrangement politique tout simplement. Politique pour ne pas violer la loi et avancer pour qu'on puisse vraiment installer ces exécutifs communaux là et qu'on passe à autre chose. Bien. Donc, ce sont des propositions qu'on a eu à faire à la communauté. Une délégation de la communauté internationale constituée du représentant de l'Union européenne, de la représentante de la CEDEAO, et la représentante résidente du PNUD et l'ambassade des États-Unis, donc qui ont rencontré Sidya Touré. Est-ce qu'on peut dire, avant ça, ils avaient déjà rencontré Cellou Dalein Diallo au compte de l'opposition républicaine. Ils rencontrent Sidya Touré, mais ma foi, ces deux personnalités rencontrées, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de problème en quelque sorte avec vous? Vous avez l'impression que vous n'avez pas une position difficile comme l'opposition républicaine bien sûr, parce que, au sein du comité de suivi. Parce que les discussions ont commencé, je crois que c'est notre position que la communauté internationale a fini par suivre. Parce que du côté du RPG, on demandait la reprise des élections partielles ou des élections là où il y avait les problèmes. Et du côté de l'UFDJ, on demandait à ce que les résultats qui ont été volés, qu'on redonne les résultats dans la mesure où en allant rechercher les procès-verbaux et les rétablir, ainsi de suite. Rétablir dans la mesure où la CENI avait déjà proclamé le résultat définitif et que les tribunaux avaient déjà statué dessus. Donc nous, on avait estimé, c'est vrai que nous, à ce niveau-là, nous sommes quand même, vous prenez Conakry, nous avons 3 fiefs, Kalou, Matam, Matoto. Voilà, nous avons été volés dans ces communes-là, mais nous avons estimé qu'en allant vers l'arrangement, même si nous allons perdre peut-être 1-2 communes, on préfère vraiment qu'on en finisse avec ces élections, qu'on installe les exécutifs communaux pour qu'on puisse aller vers... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'UFR propose le statu quo, c'est de dire, j'en parlais la dernière fois avec M. Mfali, c'est de dire, laissons les choses telles qu'elles sont maintenant et avançons. C'est ça la position aujourd'hui de l'UFR. Maintenant, de ce point de vue-là, vu que la communauté internationale est venue voir Sidya Touré, étant donné que Sidya Touré n'a pas une position radicale et difficile dans le comité de suivi actuellement, du moment où vous voulez qu'on aille comme la chose s'est faite aujourd'hui, alors quelle proposition ou quel engagement il a pris face à cette communauté internationale qui est venue le voir? Est-ce que c'est lui dire je vais me mettre sur le terrain pour que les autres reviennent autour de la table, ou est-ce que je vais faire en sorte que ma position passe unanimement? Qu'est-ce qu'il a, je veux dire, pris comme engagement devant la communauté internationale? En fait, il n'y a pas d'engagement à prendre. Parce que quand ils sont allés chez Sidya, sans vous interrompre, pardon, chez Cellou a dit qu'il donne la chance, en tout cas l'opposition républicaine, donne la chance donc à cette communauté internationale de démarcher et de rapprocher les positions. Qu'est-ce que Sidya, lui, justement, a proposé ou a pris comme engagement? Effectivement, ce que j'étais en train de vous dire, effectivement, le président Sidya, la proposition qu'elle a eu à faire à cette communauté internationale, c'était de faire en sorte qu'on aille vers la solution négociée. Voilà, que les partis se retrouvent. Il a même promis d'appeler les acteurs politiques, notamment Cellou et d'autres personnes, pour voir comment faire en sorte que les choses puissent évoluer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les élections législatives s'approchent à grands pas. Bien sûr. Et tout reste à croire que ça sera fait cette année. Donc il ne faut pas qu'on prenne du temps, et le temps est contre nous. Il ne faut pas qu'on continue à perdre le temps à discuter, parce qu'en cherchant un tournant, ça fait 4 mois qu'on est là, on va se retrouver 10 mois dans les mêmes discussions, et après, quelques jours après, on mettre devant nous qu'il faut aller aux élections législatives. Donc Sidya propose à la communauté internationale. Nous avons proposé que la solution négociée soit privilégiée au niveau, parce qu'il n'y a que 12 circonscriptions électorales autour desquelles il y a des enjeux. Enjeux. Et dans ces 12 circonscriptions-là, quand tu prends notamment le cas de Conakry, nous connaissons quand même, quand tu prends Matam, nous avons les procès-verbaux, nous savons que Matam c'est le fief traditionnel de l'UFR. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas assez de débat. Quand vous prenez Dixine, l'UFDG aussi a des problèmes avec le RPG au niveau de Dixine. Donc je crois qu'on peut se retrouver, les partis peuvent se retrouver et dire, bon, attention, comme c'est comme ça, moi je préfère que toi tu... Genre ce que l'UFR propose, c'est de laisser les résultats comme tels. Oui, mais parce que le problème des résultats... Et allons arranger, laissons le Matam à l'UFR, laissons Ratoma à l'UFDG, ainsi de suite. Le problème avec les résultats aujourd'hui, c'est que les tribunaux de première instance ont déjà validé ces résultats. Voilà, aujourd'hui la CEDEAO a proclamé les résultats définitifs.
tout le monde sait qu'en allant, en essayant de reprendre ça, c'est une violation de loi. Est-ce qu'on va prendre le risque de violer la loi parce qu'on veut faire des arrangements? Pendant qu'on a une autre possibilité, voilà, c'est vrai que quelque part, nous sommes les plus peut-être affectés dans cette affaire parce que nous avons vu, et le résultat, ces élections étaient contre nous. À Kaloum, nous avons vu combien de fois que les bureaux de vote ont été annulés. Finalement, on a l'impression que ces élections ont été contre tout le monde parce que tout le monde s'en plaigne, et le RPG, et l'UFR, et les partis de l'opposition républicaine, tout le monde se plaint d'avoir été victime. Vous êtes les médias, vous étiez là le jour, pendant les élections, vous avez vu la nuit électorale ce qui s'est passé. À Matam, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des coups de feu, même au niveau de la centralisation. On a vu les PV qui ont été déchirés. Mais bien sûr, sauf qu'on ne sait pas qui était qui dans cette foule qui a tout mélangé. On connaît quand même les firs traditionnels des uns et des autres. On sait que quand l'administration se met en branle, quand les hauts fonctionnaires de l'État se mettent en branle, c'est pas pour l'opposition. Donc bref, c'est cette stratégie que Sidia a proposée à la communauté internationale. Et en plus, je voudrais ajouter que, parce qu'il y a eu des propositions comme quoi il fallait reprendre les élections au niveau des quartiers. C'est opposé à ça, on a dit attention, parce que si vous vous rappelez, dès le début, au moment du vote du code électoral, on s'était opposé à ce point 2 qui devait passer, qui devait ramener vraiment la politique jusque dans les quartiers. Donc le président Sidia il a clairement défini ça, il s'est opposé à cela parce qu'il estimait qu'il n'était pas important, il n'était pas judicieux d'amener les politiques au niveau des quartiers. Jusqu'à preuve de contraire, nous nous opposons à cela parce que nos quartiers sont conçus de sorte qu'on vit de façon sociale très bien dans les quartiers, on se comprend. La politique ne doit pas arriver jusque dans les quartiers. Donc il faut s'opposer à cela, il faut éviter qu'on dise qu'il faut aller dans les quartiers, reprendre les élections. Parce que lorsque même vous reprenez les élections dans les quartiers, ça se répercute au niveau communal. Donc tout ça là, ça dérange tout et ça c'est pas prévu par le code électoral. Voilà, donc espérons que ce message, sinon ce chemin proposé par Sidia Touré à la délégation de la communauté internationale qui donc a été reçue par lui hier, puisse être partagé largement par les différentes parties prenantes aux activités du comité de suivi, notamment au dialogue politique pour sortir de la crise actuelle. Autre sujet qu'on va aborder à présent qui donc focalise les attentions depuis la semaine passée, c'est d'abord, je l'ai dit, la démission du gouvernement Mamadi Youla, le départ de cette équipe-là qui s'est voulu un gouvernement de mission quand ils ont été installés en 2015, donc au sortir du Koukao. Vous aviez un des vôtres dans cette équipe, dans ce gouvernement, un ministre de l'élevage. En gros, quel bilan l'UFR fait des actions de ce gouvernement sortant? Alors écoutez, moi je pense que l'UFR est mal placé pour parler de bilan de ce gouvernement. Moi je crois qu'il revient... mal placé, c'est-à-dire... Moi je veux dire que, écoutez, il revient au peuple de Guinée. Voilà, les populations. On a eu... je comprends. Quand je dis l'UFR, c'est le regard de l'UFR, de ses militants et tout le monde. En 2016, il y a eu ce gouvernement, Mamadi Youla a été mis sur place. On appelait ce gouvernement de mission. Moi j'écoutais hier une ONG qui a fait, je crois, qui a fait des statistiques par rapport à la feuille de route de ce gouvernement, par rapport aux missions qui les ont été confiées et le pourcentage d'objectifs atteints. Voilà, il parlait autour de 25%. Voilà, comme je n'ai pas les chiffres exactement et je ne sais pas sur quelle base ils ont fait vraiment ces statistiques-là. Ils ont dit que le gouvernement a atteint 25% de ses objectifs. Voilà, ses objectifs. Alors, moi, je crois que... Mais vous, à l'UFR, qu'est-ce qu'on pense? Aujourd'hui, on sort d'une crise sociale. Voilà, vous savez, l'objectif d'un gouvernement, c'est arriver à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Voilà, avant la démission de ce gouvernement-là, nous avons assisté à une multitude de crises, à une suite de crises, crise sociale, crise politique. Et je crois que lorsqu'on arrive à des crises, c'est pour dire qu'à quelques endroits, les gens sont passés un peu à côté de leur mission. Parce que lorsque les gens se lèvent pour dire attention, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes de salaire, nous avons des problèmes... Voilà, ce qui veut dire quelque part, les populations ne sont pas contentes. Voilà. Et je pense qu'à ce niveau, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que chez vous, on pense que c'est un bilan raté, mitigé, c'est un gouvernement décrié qui s'en va tout simplement? Non, c'est-à-dire en analysant cela, il faut le faire avec beaucoup d'attention, parce que il ne s'agit pas de dire qu'un gouvernement n'a pas atteint ses objectifs aussi. Est-ce que le gouvernement a eu les moyens qu'il fallait? Est-ce qu'ils ont eu les marges de manœuvre qu'ils devaient avoir pour vraiment atteindre l'objectif? Moi, je prends le cas du
ministère de l'élevage, parce que les gens, ça revient toujours quand on parle du... Le ministre de l'élevage qui donc est venu de l'UFR, de votre parti. Mais écoutez, vous pensez que lui n'a pas eu les moyens de sa politique? Il faut que les gens se demandent d'abord, est-ce qu'il a eu les moyens de sa politique? Est-ce qu'il a eu les marges? Quand vous prenez le budget du ministère de l'élevage, écoutez, c'est complètement dérisoire. Avec un tel budget, c'est difficile d'atteindre des objectifs. Parce que si vous avez, il y a tellement de projets qu'il faut financer, il y a plein de choses qu'il faut faire. Mais lorsque vous n'avez pas ces moyens-là, c'est difficile pour vous d'atteindre des objectifs. Voilà. Donc moi je crois qu'à ce niveau-là, c'est vrai que quelque part on est sorti d'une crise sociale. Lorsque vous sortez d'une crise, voilà, lorsqu'un gouvernement est mis sur place et qu'à la fin de la mission du gouvernement on assiste à des crises, vous ne pouvez pas dire que ce gouvernement... Et vous êtes quand même aussi d'accord que ce gouvernement a lamentablement géré cette crise sociale, doublé effectivement de la crise politique, et le Premier ministre en tant que promoteur du dialogue social n'a pas su faire son travail dans ce sens-là. Oui, mais est-ce qu'on l'a donné les possibilités et les moyens de faire son travail? Est-ce que qui lui a donné les possibilités? Écoutez, le chef de l'État. Écoutez, est-ce que le chef de l'État lui a donné... Le chef de l'État leur a donné tout le temps qu'il fallait. Non, mais je crois que c'est quand la crise s'est empirée, c'est quand la crise s'est empirée, quand je parle par exemple de la crise scolaire, donc syndicale du secteur éducatif, c'est quand c'est arrivé à son pic que le président finalement a décidé de recevoir, je veux dire, les acteurs de cette crise-là. Alors le Premier ministre, il était là, il n'a pas pu gérer. Oui, mais écoutez, on est en Guinée, tout le monde a vu que le Premier ministre n'a pas eu les prérogatives qu'il fallait. Si le gouvernement n'a pas pu gérer ça, vous imputez la responsabilité indirectement au président de la République. Non, mais écoutez, il y a un problème, il y a un fait qui est là. Nous sommes dans un mandat d'Alpha Condé, on n'est pas dans le mandat de Yula, de Paul ni de Pierre. Voilà, les Guinéens ont voté pour un homme en 2015. Oui, mais quand on parle de crise sociale, c'est Yula qui doit gérer. Non, mais effectivement, l'équipe, voilà, tout le bilan, la réussite ou l'échec, tout revient au chef de l'État, parce qu'après c'est lui. Bien sûr. Donc je veux dire que nous avons eu cette crise, mais tous les Guinéens, on a vu ici, il ne faut pas qu'on se mente, mais le Premier ministre sortant n'a pas eu quand même les marges de manœuvre qu'il fallait. On a vu les cadres du gouvernement, ou même au niveau de la présidence de la République, qui ont été envoyés auprès des syndicalistes pour gérer ces crises-là. Ce n'était pas quand même des membres du gouvernement. Vous avez eu le conseiller personnel du président, vous avez eu le médiateur de la République. Au vu de l'incapacité du gouvernement de gérer la situation, il fallait faire recours à ces gens-là. Qui étaient autour de cela pour gérer. Et on a vu que le Premier ministre, il était complètement effacé, mais est-ce que c'était de sa volonté? Est-ce qu'on n'a pas voulu qu'il gère la crise? Donc c'était une grande question qu'il faut poser. Quel qualificatif pour ce gouvernement partant? Écoutez, moi je suis confus pour voir, parce que il faut savoir, est-ce qu'ils ont eu les marges de manœuvre, est-ce qu'ils ont eu les moyens de leur politique. Voilà. Sur ce, comme je ne sais pas s'ils ont eu les moyens de leur politique, c'est difficile de le juger, mais ce que je peux savoir, c'est qu'ils ont terminé leur mission par des crises sociales, et quand c'est comme ça, c'est vraiment, c'est un échec. Un échec. Bien, et c'est sur ce mot qu'on va sans doute observer la pause dans cette émission. Derrière, on se retrouve pour continuer notre émission Café Débat, le dernier numéro bien entendu de la semaine. A tout de suite. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Voilà, merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, ce dernier numéro de la semaine, qui reçoit comme invité Ahmed Tidiane Silla. Il est le responsable de la communication de l'UFR. On a parlé dans la première partie, vous l'avez constaté, de la rencontre entre le président de l'UFR, M. Sidya Touré, et la communauté internationale dans le cadre d'un possible rapprochement des positions et du retour autour de la table de ceux qui ont décidé de quitter le comité de suivi, notamment l'opposition. Vous avez vu et compris, comme il l'a dit, le message que Sidya Touré donc a donné à la communauté internationale, la proposition qu'il a faite
comme schéma de sortie de crise. Attendons de voir comment donc les choses vont évoluer. Et puis nous avons parlé du gouvernement Mamadi Yula qui s'en va, le bilan qu'on en fait à l'UFR. À présent, on parle du RPG qui était donc au cœur de l'actualité politique ces derniers temps, dans sa démarche de fusion, dans sa démarche d'engloutissement des partis alliés, mais qui n'exclut pas aussi le fait d'engloutir d'autres partis qui ne sont pas forcément alliés, même les adversaires. Et c'est là où on en vient à la question d'abord le regard que vous avez eu sur la fusion qu'il y a eu ces derniers temps, justement, c'était le samedi passé d'ailleurs, entre le RPG Arc-en-Ciel et le GPT, l'UNR et le PNR. Oui, mais écoutez, moi je pense que il y a des partis fusionnables et des partis non fusionnables. Voilà. Donc ces trois partis sont fusionnables, voilà, tout mais simplement. Écoutez, la preuve est qu'ils ont été fusionnés. Voilà. Écoutez, moi je crois qu'il faut voir la taille. C'est naturel. Il faut voir la taille des partis politiques, il faut voir les militants qui les composent, il faut voir les leaders des partis politiques, si on peut fusionner leurs partis. Donc vous voulez dire que ces partis-là sont des partis politiques insignifiants sur l'échiquier politique, ce qui a fait qu'ils ont été absorbés par le RPG? En tout cas, moi j'ai l'impression, parce que je ne vois pas un parti de la dimension de l'UFR, de la dimension de l'UFDG, se faire fusionner par un autre. Voilà. C'est vrai qu'on est dans la stratégie politique, chaque parti, nous aimerions aussi fusionner d'autres partis, mais l'UFR en a fait, le parti de Baïdi Haribo avait été fusionné, a été fondu à l'UFR. À l'époque, il y a plein de partis comme ça. Donc je crois que chacun est dans sa stratégie. Bien. Le RPG cherche à exister, cherche à grandir. Je ne les en veux pas. L'UFR aussi cherche à grandir. Si on peut avoir la possibilité de fusionner le RPG, mais on va le faire. Ah bon? Voilà. Écoutez, je crois qu'on veut le pouvoir. Mais déjà, en parlant de ces trois partis politiques-là, le GPT, le PNR, l'UNR, est-ce que vous plaignez leur sort? Je veux dire, vous dites qu'ils seront victimes de leur naïveté politique, comme c'est arrivé par exemple à Ousmane Kaba? Non, écoutez, moi je n'ai pas de conseil à le donner, on est en politique là. Voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas d'état d'âme à exprimer parce qu'ils ont été fusionnés ou pas. L'objectif, si on avait eu la possibilité de les fusionner dans l'UFR, on allait le faire. Bien. Même le RPG le dit. Donc pour vous, c'est une bonne démarche politique. Ils ont réussi un coup en fait politique, c'est ça? Alors, le RPG est dans sa démarche. Nous sommes dans notre démarche. L'objectif pour nous, l'UFR aujourd'hui, c'est d'arriver au pouvoir et d'exercer ce pouvoir. Nous avons un programme politique, nous avons des hommes qui ont de l'expérience, qui ont de la capacité, qui veulent exprimer cela. Mais ils ne peuvent le faire de façon très libre, avec une grande marge de manœuvre, c'est quand on arrivera au pouvoir. Donc aujourd'hui, si par cela, on a les possibilités de fusionner les grands partis qui peuvent se fondre dans l'UFR et qu'on aura un objectif, on va le faire. Donc ça, c'est une des stratégies. Cette démarche un peu magnétique du RPG je veux dire d'attirer les partis que vous pouvez appeler les partis satellites sur le même parti que vous lorgnez évidemment. Est-ce que ça ne fait pas peur cette stratégie-là? Non, mais écoutez, ça ne fait pas peur quand on sait ce que nous représentons, quand on sait l'objectif que nous avons, quand on sait la démarche que nous sommes en train de faire. Vous ne pensez pas qu'ils sont en train de gagner du terrain face à vous? Non, mais je ne vois pas parce que ces partis-là, écoutez, prennent leur poids électoral. Leur poids électoral. Le GPT n'a pas de poids électoral quand vous prenez leur poids, mais écoutez, vous êtes des journalistes, vous avez les statistiques, on sort des élections locales. On a été ici aux élections présidentielles. Voilà. 2 fois, prenez le poids de ces partis-là et comparez à d'autres partis politiques. Je crois que peut-être vraiment, ils avaient raison de fusionner dans un autre parti. Et comme je le dis tantôt, nous à l'UFR, nous sommes dans la même démarche. Nous cherchons aussi à fusionner parce que c'est ça la politique. L'objectif, c'est d'arriver à ce que nous voulons. Mais justement, par exemple, j'étais hier avec honorable Saloum Cissé, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, qui dit que c'est pas non plus exclu qu'ils aillent vers les grands partis politiques, même si c'est en ironisant, mais c'est un de leurs objectifs. Par exemple, l'UFR, après justement l'UNR, le GPT et le PNR, ils ont réessayé à nouveau avec Ousmane Kaba, cette fois-ci avec son parti PADES. Sauf que ça n'a pas abouti pour l'instant, en tout cas pour l'instant. Alors est-ce que l'UFR a été approché par exemple par le RPG pour ce cas de fusion? Parce qu'on a l'impression, dans le cas du GPT par exemple, que c'était la condition pour que Kassouri soit Premier ministre. On en parlera tout à l'heure, Kassouri Premier ministre. Mais est-ce que vous avez été approché pour fusionner mais écoutez, avec le RPG? Ça vient même pas à l'idée. C'est ça le problème. Même pas. Voilà, même pas à l'idée. Je la prends avec toi. Voilà. C'est pour dire que je l'ai dit tantôt, voilà la dimension des partis politiques, voilà les objectifs des partis. Nous sommes quand même, malgré tous ces tralala de résultats qu'on a vus, nous sommes quand même la 3e force politique de ce pays-là. Nous avons un groupe parlementaire. Et on voit la qualité des débats de l'UFR, les propositions que nous faisons à l'Assemblée nationale.
Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est incapable de mettre les exécutifs communaux, mais cela part de quoi? Parce qu'on a fait voter un mauvais code électoral. Et ce code électoral, nous avons été le seul groupe parlementaire. Non, la réponse à cette question, c'est l'UFR n'a pas été approché par le RPG dans ce cadre-là. Et ça ne vient même pas à l'idée. Il y a des partis fusionnables, nous sommes un parti qui a pour objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Vous n'êtes pas prédisposé à l'accepter, mais vous n'avez pas été approché non plus par le RPG. Non, écoutez, l'idée, ce n'est même pas imaginable. Vous parlez de l'UFR, voilà. Vous ne parlez pas de notre parti politique, vous parlez de l'Union des forces républicaines qui a pour président qui n'est pas absorbable. Voilà, qui n'est pas absorbable, mais qui plutôt va absorber beaucoup de partis avant 2020. Voilà, je crois que peut-être pour l'instant, d'autres font beaucoup de spectacles autour de ça, mais nous le faisons de façon très méticuleuse et très silencieuse. Et le moment venu, voilà, on mettra ça devant les médias. Bien. Parlons à présent du nouveau gouvernement qui arrive et d'abord le Premier ministre qui est déjà connu, la personne de Ibrahima Kassori Fofana. Je l'ai dit tout à l'heure, il devient le 3e Premier ministre de la 3e République. Avant qu'il n'arrive, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des attaques, des flèches. Notamment, on a senti comme si l'UFR et le GPT se faisaient une guerre derrière les rideaux. Pas de guerre, c'est pas la même dimension, c'est pas la même. Voilà, alors dites-moi, est-ce que l'UFR était intéressé, que ce soit pour la personne du président Sidya Touré de l'UFR ou dans notre cas de l'UFR, est-ce que le parti était tant soit peu intéressé par le poste de Premier ministre? Non, mais je crois que l'émission dernière, l'émission à laquelle j'ai participé ici... c'est important qu'on revienne là-dessus parce que la répétition est pédagogique. Et le président Sidya lui-même, dans les médias, peut-être l'a pas dit à Ganga, il aura l'occasion peut-être la prochaine fois, mais il a dit dans beaucoup de médias, il n'est pas intéressé par le poste de Premier ministre. Que ça, et le parti n'était pas intéressé, parce que ça peut être lui, sa personne qui ne soit pas intéressée, mais que le parti ait demandé le poste. C'est le leader du parti. C'est le leader du parti. Voilà. Le leader, c'est ça aussi, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui donne l'orientation. Voilà, alors, et pourquoi on pensait donc qu'à un moment, l'UFR, comme se mettait sur le chemin de Kassori, qui avait exprimé ouvertement d'aller vers la primature. Jamais. Mais écoutez, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils veulent. On peut pas quand même penser, on est dans une démocratie plurielle, où les gens ont des avis différents. Même au sein d'un même parti, ils peuvent avoir quand même des avis contradictoires. C'est ça aussi la démocratie. Voilà, mais là que les gens estiment que ceci, c'est cela. Non, non, non. Mais l'UFR, clairement, nous les responsables de l'UFR, les militants convaincus de l'UFR ont toujours compris. Le président n'a pas mal. Il l'a maintes fois dit au siège du parti, peut-être que quand vous regardez vos archives, parce que souvent vos reporters sont là-bas, ils trouveront ces archives. Le président est là, il n'est pas intéressé par le poste de Premier ministre, ça c'est derrière lui. L'objectif pour lui, c'est d'arriver à la présidence de la République. Moi, je crois que si on avait proposé le poste de président de la République, il allait le prendre. Bien. Voilà. Sauf que s'il y a, je veux dire, Kassori devient aussi une sorte d'obstacle aussi. Pas du tout. Vers Sékou Touré, parce que certains voient le positionnement de donc cette nomination qui s'assimile à un positionnement de Kassori Fofana sur la route de Sékou Touré. Il a dit qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. Par Alpha Condé. Qui a dit qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir? Peut-être que c'est camouflé, c'est ce que certains pensent. Bon, voilà, mais d'abord, quelle lecture l'UFR fait justement de cette nomination, de ce choix d'Alpha Condé sur Kassori Fofana comme Premier ministre pour une mission, on va dire, assez commando pour les 2 ans qui lui restent pratiquement? Bon, on n'a pas vu d'abord, je ne sais pas, la mission, comme le gouvernement n'est pas formé encore, c'est que le Premier ministre l'ait nommé. Non, non, écoutez, déjà, il a donné les couleurs de ce qu'il va faire. Il parle de lutte acharnée contre la corruption. C'est Kassori, Premier ministre, qui l'a dit hier lors de sa prise de fonction. Il a parlé d'une véritable promotion du dialogue social donc, avec les partenaires sociaux. Les 2 axes stratégiques, il les a déjà mis en avant. Oui, mais ça, c'est une très bonne chose. Moi, je voudrais qu'on commence par quelque chose d'abord. C'est vrai qu'il a donné les couleurs, mais le Premier ministre devait commencer... D'abord, votre lecture sur le choix. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un cadre compétent qui peut incarner cette fonction de Premier ministre? Je pense que cela revient... Écoutez, on n'a pas donné notre avis sur le choix, qu'il soit bon ou pas. C'est lui qui a donné son avis. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important. C'est le président de la République. Je sais, mais le président... Oui, mais le président qui va le confier. Mais le président Sidya Touré est haut représentant du président de la République. Il est censé être consulté sur des sujets importants
Comme le choix d'un Premier ministre. Non, pas du Parce tout. que, mais oui, vous avez dit qu'on consulte Sida Touré. Oui, mais sur sur des questions économiques, voilà, Mais des bien sûr, développements sur de la Guinée, des Oui, questions sur des économiques, des questions questions d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le gouvernement n'a rien à voir avec les conseils du Je suis président, d'accord, hein, je suis voilà, le parfaitement gouvernement d'accord. est tombé, mais les conseils J'imagine sont que le censés président dans- peut par exemple consulter Sida Touré. Écoutez, j'essaie de choisir Kassouri comme Premier ministre et vous savez les défis économiques qui nous attendent et je vous consulte par exemple sur des questions économiques. Est-ce que c'est un choix objectif, raisonnable, tout simplement normal? Donc je dis, vous, comment vous avez pu apprécier ce choix-là? Voilà, moi j'ai pas eu cette information s'il ne la consulte pas sur le choix, mais ce que je peux dire, choisir Kassouri comme Premier ministre, c'est que ça nous rappelle, ça nous rappelle aussi notre valeur du président Sidia. Vous savez, ça va faire maintenant 2 premiers ministres qui sortent du gouvernement Sidia en 1996. Alors, vous vous rappelez, quand le président Sidia est arrivé en 1996, quand il a mis son gouvernement sur place, il est allé chercher quelques jeunes voilà, qui étaient dans l'administration, qui avaient fait quelques pas dans l'administration guinéenne, notamment Kassouri, notamment Selou, notamment Ousmane Kaba, Diassaran Taraba, voilà, qui les a fait envoyer, qui les a donnés. C'était un gouvernement de mission, on a vu les résultats. Et de ce gouvernement-là, vous avez Selou qui a été Premier ministre. Voilà, aujourd'hui, vous avez Kassouri qui est aussi Premier ministre. Voilà, nous estimons que c'est quand même, ça donne la capacité. Ça donne l'image hein, de Sidia comme étant quelqu'un qui sait détecter vraiment. Donc vous, le plaisir que Sidia tire de cette nomination aujourd'hui. C'est important parce que c'est de dire oui, c'est mon élève. De cadre, je crois qu'il a eu à détecter ces gens-là et les a donné les premiers pour la première fois qu'ils sont ministres avec lui. Voilà, Kassouri, il a le ministre du budget. Quand Sidia était Premier ministre. Voilà, en 1996, quand il est arrivé. Donc je crois que c'est à partir de là que tout a commencé. Voilà, parce que c'est des jeunes qu'il a approchés, qu'il a formés, voilà, par des conseils interministériels qui pour la première fois n'existaient même pas en Guinée. Il a commencé à faire des conseils interministériels entre eux pour leur demander apprendre comment faire les dossiers, comment faire bouger les choses, comment travailler, régler les rapports avec les institutions internationales, les institutions financières. Donc il y a eu plein de choses comme ça qu'il a pris à ces jeunes-là qui aujourd'hui, après quelques années, on continue à être ministres, d'autres sont devenus Premier ministre. Aujourd'hui, quand je serai Premier ministre, nous on ne peut que s'en féliciter. Donc tout ce que Sidia, je sais pas, le regard qu'il porte sur le choix de Kassouri, c'est de dire oui, c'est finalement mon produit là qui devient Premier ministre pour moi. Mais c'est quand même, c'est normal ça quand même. Bien sûr, maintenant au-delà de ça, est-ce que vous pensez en parlant de défi qu'il peut être à la hauteur du défi? On est en Guinée, nous avons eu, ça fait trois premiers ministres dans le même gouvernement. Sous le règne d'Alpha Condé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les Guinéens, ça ne sert à rien de dire quelqu'un il est bien, il n'est pas bien. Les passés des gens sont derrière eux, on connaît le passé de tous ces cadres-là. L'objectif pour le peuple aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Ce n'est pas d'annoncer, ce n'est pas de dire le défi, c'est le défi, c'est voilà. On attend 100 jours. Voilà, chaque gouvernement a 90 jours de bonus. Et puis de grâce. Voilà, et puis on viendra pour dire est-ce que les lignes ont bougé. Mais moi, je dirais que la première chose d'abord qu'on devait faire, que le Premier ministre devait annoncer d'abord, c'était la déclaration de biens. Voilà, la déclaration, c'est bien. Voilà, il paraît qu'il est disposé à déclarer ses biens. Il ne s'est pas disposé, il faut le faire. Moi, je crois que dans la politique, dans son premier discours, ça devait y être. Parce que l'article 82, c'est constitutionnel, hein, demande à ce que les membres du gouvernement fassent la déclaration de biens, qu'on sache qui a quoi, et qu'à la sortie, encore qu'on fasse encore la même déclaration de biens. Il fallait commencer. Parce que si vous voulez lutter contre la corruption, il faut commencer par ça. Ceux qui arrivent, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont. Il ne faut pas qu'après 2 ans, après 3 ans, les gens se retrouvent avec des buildings, avec des états, et puis on ne sait pas ça. On sait pas ça sort d'où. Mais la première chose, donc, ce que nous pouvons dire de cela, c'est d'attendre, c'est de voir les résultats. Et puis, parce que tout qu'on fait, on sort d'une crise sociale, je dis, crise socio-politique. Hein. Voilà, vous avez les syndicalistes qui continuent, qui ont même dit que c'est à partir de demain. Une autre grève. Voilà, une autre grève. Générale. Vous avez des problèmes. On a annoncé ici lui-même le Premier ministre Kassouri sur l'un des médias que je ne peux pas citer ici. Voilà, avait annoncé que dès qu'il sera, que personne ne peut éviter l'augmentation du prix du carburant. Voilà, et que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on a demandé après le passage du Fonds monétaire ici, le gouvernement là, avait annoncé qu'il allait faire des coupes budgétaires, notamment au niveau de la subvention de l'IDG, ce qui veut dire que les coupures intempestives vont commencer dans les quartiers. Donc il y a tas de problèmes qui attendent. Moi je crois que, voilà, essayons de voir les premiers pas et revenons pour tirer les conclusions. Mais déjà, votre président, Sidia Touré, en tant que haut représentant du président de la République,
qu'on consulte sur des sujets économiques, qui est censé donner des conseils justement au président de la République, mais peut-être élargi au gouvernement, pourquoi pas. Non, mais là, il dépendra au président d'appeler son premier ministre pour dire voici la direction qu'il faut faire. Donc, le cabinet du président fonctionne, le président de la République fonctionne parallèlement. Donc je veux dire, est-ce que le haut représentant sera à même ou sera disposé à filer quelques conseils à l'équipe de Kassouri quand certains pensent que le courant ne passe pas trop entre ces deux personnalités? Mais pourquoi pas? Sidia, c'est un Guinéen. Écoutez, s'il a accepté ce rapprochement sur le poste de haut représentant, c'était parce qu'il n'est pas au pouvoir, hein. Mais il est économiste, il est guinéen, il veut que ce pays avance. Il ne peut pas rester, voir les choses, le pays s'enfoncer dans le mur, voilà, et qu'il ne puisse pas donner de conseils. Je crois que quand il est consulté sur des questions précises, il apportera des réponses et des expériences précises pour résoudre les problèmes. Mais ça, il est disposé à cela. Et les relations interpersonnelles entre les deux personnalités, est-ce que ça va? Est-ce que politiquement ces deux s'entendent, se comprennent? Bon, ce que je sais, c'est le maître et l'élève. C'est le maître et l'élève. Voilà. Bien. Mais il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de relation tendue comme certains laissent entrevoir dans l'opinion. Parce que là, ça sert de mes prérogatives. Ouais, des fois, les pics entre même les deux partis politiques, on le constate sur le terrain. Pas forcément entre les deux personnalités, mais même entre les deux partis politiques. Non, il n'y a pas de pic. Vous voyez les écrits de l'UFR aujourd'hui sur la toile, demain c'est les réponses du tic au tac, du GPT. Ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais écoutez, et des fois certains assimilent cela à une sorte de guerre de succession autour d'Alpha Condé, entre Sidia et Kassouri. On se dit que les uns et les autres se gênent parce qu'on est en train de regarder vers l'horizon 2020. Il n'y a pas de guerre de succession, hein. Je crois que Kassouri a déjà tiré le trait sur ça. Il a dit au siège du parti qu'il renonce à sa volonté de conquérir le pouvoir et qu'il laisse ça maintenant. Donc je pense que nous, à notre le boulevard est libre maintenant à Sidia Touré, c'est ça? Personne ne peut arriver, ce qui ne peut arrêter ce qui doit arriver. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui arrivera, arrivera. Oui, hein. mais voilà. disons que vous réjouissez c'est pas c'est une affirmation de cette décision de Kassouri de dire non, je me retire de la course au fauteuil présidentiel. C'est une affirmation que je prends comme telle. Est-ce qu'il n'était pas véritablement un obstacle pour vous? Non, pas du tout. Mais regarde le poids des partis politiques. Hein. Voilà, on a été à des élections ici. Voilà. Vous connaissez les résultats de l'UFR. Oui, mais maintenant qu'il est au RPG, il pourrait être un potentiel candidat face à l'UFR. En 2020, par exemple, comme candidat du RPG à la présidentielle. C'est possible. Je crois que ça, vous ne craignez pas aussi ce schéma-là? Le débat revient au RPG, c'est pas à moi de dire ça. Voilà, si d'être candidat du RPG ou pas, ça, je laisse le débat là au RPG. Bien. Voilà, moi, je m'occupe de l'UFR. Ce qui est important pour nous, je sais que Sidia sera candidat en 2020 et nous continuons à appeler les Guinéens à avoir confiance en lui parce qu'il a fait ses preuves dans ce pays-là. Et les gens savent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Voilà, donc c'était donc, on va dire, le regard du parti UFR sur l'ensemble de ces sujets d'actualité, le départ du gouvernement Youla, la stratégie de fusion du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que l'UFR a été approché? Et puis, Kassouri Fofana, Premier ministre, quelle lecture on en fait au sein de l'UFR? On joue d'abord à la prudence pour savoir sur quel pied va danser le nouveau Premier ministre et son équipe. Un dernier mot, peut-être avant de rendre l'antenne face à ces téléspectateurs. Oui, moi ce que je veux dire, on a commencé par ça, par la rencontre que le président Sidia a eue avec la communauté internationale. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il a eu à signaler qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on est en train de nous faire perdre du temps. Voilà. On est en train de tourner en rond, on n'arrive pas à installer des exécutifs communaux. Mais tout ça là, parce que le processus électoral a été toujours mal ficelé. Le processus électoral, on n'a pas pris le temps vraiment de revoir les choses réellement. Et ce qu'il faut dire, c'est d'alerter les populations, c'est d'alerter la communauté internationale, c'est de dire aux gens de prendre des dispositions, que les élections législatives arrivent et qu'on fasse en sorte qu'on ait un processus électoral propre, qu'on ait des élections sincères, qu'on ait des élections vraiment qui ne soient pas émaillées de fraude, parce que ce que nous avons accepté pendant ces élections communales, là on avait eu les tas de fraudes, hein. Vous avez eu les échauffourées qui ont eu au siège de l'UFR, vous avez vu la manifestance des jeunes de l'UFR qui avaient demandé à sortir dans la rue, qui avaient dit au président attention, nous avons été volés, nous avons les preuves, le président les a calmés. Donc c'est pour dire à la communauté internationale et au gouvernement guinéen que ce qu'on a accepté pendant ces élections communales là, nous ne les accepterons pas pour les législatives qui arrivent. Bien. Pas du tout. Si on nous vole, si on voit des tentatives de vol, nous allons réagir, nous allons sortir dans la rue et nous allons reprendre la rue. Bien. Le président a eu un moment donné qu'il n'allait pas, qu'il avait arrêté de sortir dans la rue, mais je crois que si nous
si nous sentons quelque chose dans ce sens-là, nous allons manifester, nous allons sortir dans la rue et c'est pourquoi nous prenons à témoin la communauté internationale, le peuple de Guinée, pour que les gens soient alertes par rapport à cela. Bien. Voilà qui est bien dit, Ahmed Tidiane Sylla. Merci d'être passé dans cette émission et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. Bien. À vous, merci de votre attention. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi cette semaine. On se retrouve lundi pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.